Messieurs les académiciens, chers confrères, à mon tour, je vais vous remercier sincèrement d'être invités dans cette séance. Et merci à Hugues Dufaux de m'avoir inclus dans cette séance de neurochirurgie fonctionnelle. Mon topo va concerner la neurochirurgie de la douleur et de savoir si effectivement on peut véritablement agir de manière favorable, soulager ces patients en intervenant au niveau du cerveau. S'agit-il d'un mythe ou d'une réalité ? Je vais essayer de vous démontrer qu'effectivement nous avons quelques armes à ce niveau pour essayer de soulager les patients qui sont victimes de douleurs particulières, car bien évidemment ne vont arriver à la chirurgie que des patients qui sont victimes de douleurs que l'on qualifie de chroniques d'une part et d'autre part de réfractaires. Alors la douleur chronique, c'est en fait un concept qui a été défini par un Français que vous devez connaître, Le Riche, qui est un ancien membre de cette académie, et qui a défini le concept de douleur maladie. C'est-à-dire c'est une douleur qui dure plus qu'elle ne devrait. La douleur au départ est tout à fait utile, elle nous est même indispensable pour nous renseigner sur les agressions externes, voire internes de notre propre organisme, et d'y faire face et d'y répondre. En l'absence de douleur, on sait que la survie des individus diminue largement. Donc la douleur est utile au départ, mais certes, si elle perdure, elle devient alors délétère, et on plonge dans ce caractère maladie de la douleur qu'a très bien défini le Riche, qui est le premier à l'avoir véritablement conceptualisé. C'est lui aussi d'ailleurs qui a lancé les bases de la chirurgie au sens large de la douleur. Vous le savez, il a travaillé essentiellement sur la chirurgie du sympathique, mais néanmoins, il en a décrit ainsi toutes les bases, et son livre « Chirurgie de la douleur » 1937 reste un élément fondateur de cette discipline. Alors, douleur également réfractaire, car bien évidemment, face à une douleur chronique, le premier traitement est un traitement médical, un traitement pharmacologique, et on dispose d'un certain nombre de drogues pour cela. Néanmoins, un certain nombre de patients, très malheureusement, vont résister à ces thérapeutiques, même multiples, et vous voyez que les études épidémiologiques montrent chez les patients cancéreux notamment que près d'un tiers d'entre eux vont garder des douleurs qu'ils considèrent encore importantes, et ce taux monte de beaucoup, puisqu'on atteint 60 à 70% des patients, cette fois-ci victimes de douleurs d'origine neurologique liées à une lésion, un dysfonctionnement du système nerveux. Eh bien, près des 2 tiers de ces patients vont souffrir de douleurs qu'ils considèrent comme non soulagées. Donc, il y a véritablement une place, en dehors des traitements médicaux, pour essayer d'apporter une antalgie à ces patients. Et bien sûr, la chirurgie va jouer un rôle dans ce domaine. Alors, historiquement, classiquement, et cela paraît tout à fait logique, bien sûr, dès que l'on a connu les voies qui transmettent le message nociceptif, c'est le message qui correspond en fait à transmettre un message d'agression, qui va ensuite devenir au niveau cérébral un message de douleur, et bien dès qu'on a connu l'anatomie en fait des voies de la nociception, très rapidement, on le verra dans l'histoire, c'est assez étonnant d'ailleurs, et bien les thérapeutes et les chirurgiens en l'occurrence sont intervenus sur ces voies pour essayer de les sectionner, de les interrompre. Magendie a montré au milieu du XIXe siècle que les voies de la sensibilité et donc de la douleur passaient par la racine dorsale du nerf spinal. En 1886 ont été réalisées les premières radicotomies dorsales pour traiter les douleurs. Vous imaginez dans quelles conditions à l'époque. Dejerine, en 1904, montre que la présence du faisceau transmettant la nociception est bien précis dans la moelle épinière. C'est le faisceau qui prendra son nom d'ailleurs, le faisceau de Dejerine. En 1912, première cordotomie, première interruption de ce faisceau par Spiller et Martin, quelques années plus tard. Là également dans des conditions que vous puissiez imaginer. En tout cas, ces techniques de lésion, donc historiquement, sont les premières. Elles ont eu leur heure de gloire, néanmoins, elles sont source, vous l'imaginez, d'effets secondaires et malheureusement aussi d'effets temporaires, transitoires, qui font que nombre d'entre elles ont disparu. Néanmoins, nous restons encore utilisataires d'un certain nombre d'entre elles. Je ne parlerai aujourd'hui que de celle qui est située au niveau cérébral. Il en existe d'autres, notamment au niveau de la moelle spinale. La drésotomie, qui est à l'entrée des voies de la douleur, qui a été mise au point par Marc Saint-Doux à Lyon. La cordotomie, on vient d'en parler, son équivalent au niveau du tronc cérébral, la tractotomie, sont encore utilisées de nos jours, rarement, je dois le dire, pour traiter certains types de douleurs d'origine cancéreuse. Ce qu'il reste, en fait, et qui a un nouvel essor, ce sont les lésions plus centrales au niveau du thalamus. Le thalamus est un gros noyau gris du diencéphale qui est relais sur les voies de la sensibilité. Eh bien, c'est
pas récent non plus, vous le voyez, c'est M. Ekan et Taleyrac, un initiateur des techniques stéréotaxiques, un pionnier de cette technique en France, qui, dès les années 49, ont proposé de réaliser des lésions au niveau du thalamus sur des noyaux très particuliers au centre du thalamus. Malheureusement, alors que ces techniques ont été reprises par d'autres auteurs plus tard, elles n'ont donné un effet antalgique malgré tout modeste et surtout nécessitaient des lésions bilatérales, source d'effets secondaires, ce qui de fait les a fait abandonner. Mais récemment, cette approche a été reprise par Daniel Jambonneau, qui a travaillé dans notre groupe pendant quelques années, qui est maintenant à Zurich, et qui utilise, lui, une nouvelle technologie pour faire ces lésions thalamiques unilatérales, qui est une technologie utilisant des ultrasons focalisés. Plusieurs centaines de faisceaux d'ultrasons sont focalisés sur un point et permettent de faire une thermolésion qui est normalement précise. La précision est donnée comme millimétrique. Il s'agit bien sûr d'un traitement non invasif, c'est un de ses avantages. Et surtout, en fait, cet appareil peut être inclus dans un scanner, éventuellement dans une IRM, et ce qui permet donc de contrôler au moment de la lésion la présence de celle-ci, son étendue, sa localisation, ce qui permet donc d'être également relativement précis dans son contrôle. On ne peut pas donner d'avis pour le moment véritable sur l'utilisation de cette thalamotomie par ultrasons. Je pense que les résultats vont arriver bientôt. Les premiers qui ont été publiés sont encourageants, mais il est trop tôt pour vraiment la recommander. Alors en fait, les techniques de neurochirurgie de la douleur se sont développées essentiellement quand on a connu l'existence de systèmes de contrôle sur ces voies nociceptives. De contrôle qui soient inhibiteurs, soit excitateurs, et ceci a permis de mettre au point des techniques dites de neuromodulation. Alors qu'est-ce la neuromodulation? On en a déjà entendu parler, l'appliquer pour les mouvements anormaux, pour l'épilepsie. Eh bien, ces définitions, c'est améliorer une fonction normale ou réduire une dysfonction en modulant par ses propriétés chimiques ou électriques le système nerveux. Pour ce qui est de la douleur, et d'ailleurs ce qui est appliqué également donc, dans d'autres domaines de la pathologie, la neuromodulation va utiliser soit des infusions de drogue ici antalgiques qu'on va essayer d'amener au plus proche de leur site récepteur dans le système nerveux central, en utilisant la voie du liquide cérébrospinal, on parle d'infusion intrathecale, soit des techniques de neurostimulation électrique, voire magnétique. Alors tout d'abord, un mot sur la neuromodulation par infusion intrathecale. On peut parler de neuropharmacochirurgie. Elles sont utilisées pour, à vrai dire, tout type de douleurs, qu'elles soient des douleurs de cancer, on appelle cela des douleurs d'hypernociception, des douleurs d'origine neurologique, appelées douleurs neuropathiques. Alors les infusions intrathecales, en principe, est fort simple. De base, c'est d'amener donc au plus près de son récepteur la molécule antalgique. Et on sait que ces récepteurs, ils sont situés dans la moelle épinière et dans le cerveau, proche des ventricules. Donc si on amène ces drogues dans le liquide céphalo-spinal qui baigne le système nerveux central, on va court-circuiter en fait toute la pharmacocinétique périphérique, car ces molécules ont souvent de la difficulté à passer la barrière hémato-nerveuse. Et donc là, on va augmenter leur efficacité, pouvoir diminuer les doses délivrées, donc là aussi diminuer leurs effets secondaires potentiels, et également diminuer les effets secondaires liés à cette pharmacocinétique un peu générale. Alors pour cela, il a fallu mettre au point des matériels, et la technologie a beaucoup évolué et continue d'évoluer. Il s'agit en l'occurrence de pompes qui deviennent de plus en plus sophistiquées, qui sont des pompes programmables de l'extérieur et qui disposent d'un réservoir. Et ces pompes vont donc infuser les molécules via un cathéter dans le liquide céphalo-rachidien. Ces pompes sont remplies par voie percutanée, c'est assez simple, et le patient peut éventuellement lui aussi les commander de l'extérieur. Alors nous disposons en fait de très nombreuses molécules, potentiellement en tout cas pour essayer de procurer une antalgie par cette voie intrathecale. En réalité, deux d'entre elles sont principalement utilisées. Pour les douleurs de cancer, c'est la morphine bien sûr, et le zicodotide qui peut être aussi lui utilisé pour les douleurs neurologiques, alors que la morphine, c'est très discuté, c'est très controversé, n'est plutôt pas recommandé à être utilisé dans les douleurs d'origine neurologique. Le zicodotide est une molécule toute récente qui est utilisée en France depuis quelques années seulement. Elle est encore en évaluation dans certains domaines, mais elle est prometteuse, même si elle n'est pas si facile d'utilisation, parce qu'elle est source d'effets secondaires divers. L'avantage de cette technique, c'est qu'on peut prévoir son effet. On peut réaliser bien sûr des tests, c'est-à-dire injecter ces molécules à l'avance par une simple ponction lombaire, éventuellement, et de voir l'efficacité antalgique, si elle est présente, si le patient tolère la molécule, et si oui, on implante secondairement la pompe. Vous avez ici une radiologie de contrôle. Vous voyez cette pompe implantée sous la peau de la paroi abdominale, reliée par un cathéter lombaire, éventuellement par un cathéter intraventriculaire, intracérébral. Je dois dire que cette deuxième option est beaucoup plus rare
vous imaginez que les dosages de médicaments doivent être beaucoup plus précis dès qu'on apporte la molécule directement au niveau du cerveau. Grosso modo, les patients sont soulagés, c'est-à-dire, c'est le critère qui est toujours utilisé pour évaluer la chirurgie, le plus souvent en tout cas, c'est-à-dire une réduction de plus de 50% de la douleur, eh bien on obtient cela chez à peu près 2/3 des patients qui sont implantés, et ceci à long terme. C'est un résultat tout à fait global, bien sûr, qui varie suivant l'origine des douleurs et la molécule utilisée. Deuxième type de neuromodulation, c'est la neurostimulation. Celle-ci est exclusivement utilisée pour les douleurs d'origine neurologique. Donc elle n'est pas utilisée pour les douleurs d'origine cancéreuse ou très peu. Historiquement, en fait, ces techniques de stimulation pour soulager des douleurs sont très anciennes. On retrouve des traces dans des papyrus égyptiens d'utilisation de poissons électriques en application pour traiter certaines douleurs. On retrouve également ces données dans la Rome antique. Et c'est au XIXe siècle, quand on a commencé à maîtriser la fée électricité, que celle-ci était appliquée déjà aussi à l'époque pour obtenir une antalgie. Néanmoins, ceci restait assez empirique comme approche à l'époque et l'utilisation de l'électricité est tombée un peu en désuétude jusqu'à cette fameuse contrôle de la porte, Gate Control Theory, mise en évidence en 1965 par Melzack et Wall. En fait, c'était une révolution à l'époque, puisque certes, ils ont montré qu'il existait des contrôles sur la voie de la nociception, qui va devenir des douleurs. En fait, c'était la première fois qu'on montrait qu'une voie sensitive pouvait être modulée. Alors, qu'est-ce que c'est cette modulation ? Eh bien, on la connaît tous trivialement. Dès qu'on a un choc douloureux, eh bien, on va avoir le réflexe de se frotter, et le frottement soulage. Pourquoi le frottement soulage ? Eh bien, parce qu'en se frottant, on stimule des fibres qui ne transmettent pas l'information douloureuse, qui transmettent l'information du tact, mais qui vont arriver dans la moelle épinière, monter dans leur voie propre, mais au passage, dans l'arrivée de la moelle épinière, elles vont bloquer, on dit elles vont fermer la porte aux voies nociceptives. Effectivement, elles envoient des collatérales inhibitrices qui vont avoir cette action. Et donc, en se frottant, en stimulant ces grosses fibres du tact, eh bien, on arrive à diminuer les informations nociceptives. Alors, dès que ceci a été connu, bien sûr, c'était une révolution. Et dans le domaine thérapeutique, 2 ans plus tard, en 1967, vous voyez, donc c'est très rapide, hein, la réactivité des thérapeutes est assez étonnante, eh bien, était implanté le premier patient avec une stimulation de la moelle épinière qui visait à stimuler ces grosses fibres, fermant la porte à la nociception. Donc, ont été mises au point dans la foulée des stimulations des nerfs périphériques, de la stimulation médulaire, je n'en parlerai pas puisqu'aujourd'hui nous sommes ciblés sur les thérapeutiques cérébrales, et donc également des cibles au niveau cérébral profonde et cortical utilisant la stimulation électrique sont apparues par la suite. Alors parlons de la stimulation cérébrale profonde. En fait, de nombreux sites dans le cerveau ont été stimulés à visée antidouleur, notamment Mazars à l'hôpital Sainte-Anne a été un des grands pionniers dans ce domaine. La stimulation du thalamus date du milieu des années 70 pour traiter des douleurs. Néanmoins, ceci a été assez décevant et même si quelques efficacités ont été rapportées pour des douleurs neurologiques périphériques, il y a des plaies des nerfs par exemple, l'effet était temporaire. Donc cette technique n'est pas restée et est tombée un peu en désuétude et d'autres auteurs ont essayé d'autres cibles multiples dans le cerveau et malgré tout, aucune d'entre elles n'a apporté non plus un soulagement véritablement remarquable. Ce n'est que depuis quelques années que sont apparues de nouvelles cibles et c'est l'occasion de vous montrer la façon dont on raisonne maintenant, comment se développe en fait l'approche neurochirurgicale. Nous avons vu M. Benhabib qui a mis au point, qui a développé la technique de stimulation cérébrale profonde et bien sûr, à partir de ces données, cette technique s'est épanouie dans des tas de domaines en dehors des mouvements anormaux et notamment dans la douleur pour traiter certaines douleurs tout à fait particulières que sont les algies vasculaires de la face. Les algies vasculaires de la face sont des douleurs terribles, des douleurs très intenses qui sont véritablement très handicapantes pour les patients, voire suicidantes et qui s'associent à des troubles végétatifs de la face, c'est-à-dire des rougeurs, un écoulement du nez, un rougeur de l'œil, qui sont assez caractéristiques. C'est des douleurs qui sont très difficiles à traiter. Il existe des traitements pharmacologiques, mais qui ne sont pas toujours très efficaces.
Des équipes italiennes ont utilisé l'imagerie fonctionnelle, car on peut déclencher ces crises de façon pharmacologique, ont mis des patients dans des appareils, dans des imageurs fonctionnels, et ont montré que lors de la crise, eh bien, une région toute particulière, dans la région postérieure de l'hypothalamus, à la limite du mésencéphale, s'activait du même côté dans lequel le patient ressentait cette crise. D'autres anomalies de cette même région ont été mises en évidence, d'où l'idée d'appliquer dans une région anormalement hyperactive et peut-être génératrice de la douleur cette technique de stimulation cérébrale profonde à haute fréquence qui a une vertu de mimer une lésion, donc d'inhiber la structure en quelque sorte. Et c'est ce qu'a fait l'équipe de Broggi à Milan au début des années 2000. Et M. Benavi nous a montré déjà ces diapositives, je ne reviendrai pas dessus, avec des résultats tout à fait spectaculaires. Il s'agissait de patients, encore une fois, victimes de douleurs réfractaires, pour lesquels toute médication avait échoué. Donc des patients qui étaient vraiment en impasse thérapeutique, et donc les résultats étaient vraiment excellents. Néanmoins, il s'agissait d'une seule équipe. Pour confirmer cette approche, une étude multicentrique en France était réalisée sous la conduite de Denis Fontaine, que vous allez entendre tout de suite après moi, qui est ici présent, et qui a montré également des résultats peut-être pas aussi bons, mais la méthodologie ici était très rigoureuse, et néanmoins tout à fait encourageant, puisque sur les 11 patients opérés, 6 ont été soulagés de manière également très significative. Donc voilà une manière de raisonner. On découvre à l'intérieur du cerveau des anomalies de fonctionnement et on essaye ensuite d'y appliquer des modulations pour essayer de le remettre dans le droit chemin en quelque sorte. Autre stimulation, maintenant à l'étage du cortex. On continue de monter dans la hiérarchie du système nerveux central. L'histoire ici débute dans les débuts des années 90. C'est un japonais, Tsubokawa, qui a proposé cette stimulation. Vous voyez ici un contrôle par une radiographie de profil du crâne, vous montrant une électrode ici stimulant le cortex. Et étonnamment, alors que jusqu'à maintenant nous avons stimulé les voies sensitives, nous stimulons ici le système moteur. Que vient faire le système moteur dans la douleur? Cela peut étonner. Alors, Tsubokawa a montré chez des modèles animaux que c'est en fait seulement la stimulation du cortex moteur qui procure une réduction des douleurs. Ici, sur un modèle où on trouve une hyperactivité du thalamus pour certains types de douleurs, eh bien, la stimulation du cortex sensitif elle-même ne fait rien. C'est seulement la stimulation du cortex moteur qui supprime cette activité. La technique chirurgicale permet de placer précisément une électrode sur la méninge, donc qui n'est pas directement en contact du cerveau, une électrode face au cortex moteur. Pour cela, nous avons un repérage anatomique grâce à la neuronavigation, mais également un monitoring électrophysiologique péropératoire pour repérer cette zone motrice, soit par l'électrophysiologie elle-même, soit par stimulation directe du cortex moteur, comme nous l'avons vu également appliqué dans la chirurgie des glios. Les résultats, eh bien, ces techniques sont appliquées encore une fois sur des douleurs réfractaires, des douleurs faciales par lésion du nerf sensitif de la face. 3/4 des patients sont améliorés. Par douleur après AVC, à peu près la moitié des patients sont améliorés. Il s'agit là encore d'une population tout à fait particulière. Il n'y a pas, le plus souvent, d'autres alternatives thérapeutiques que celle-ci. Donc si on arrive à sortir de cette impasse au moins la moitié des patients, même si le résultat paraît modeste malgré tout en valeur absolue, eh bien ça reste malgré tout formidablement utile pour ceux qui en bénéficient. Donc il nous faut des facteurs pronostiques. Quels sont les patients qui pourraient répondre le mieux à cette approche de stimulation corticale? Comment les sélectionner? Eh bien, c'est la stimulation magnétique transcrânienne. Monsieur Dufault nous en a parlé également dans différentes applications. Elle prend beaucoup d'importance maintenant pour essayer de repérer les fonctions cérébrales. Eh bien, là aussi, nous l'utilisons en quelque sorte avant la chirurgie pour mimer cette stimulation que nous appliquerions sur le cortex moteur. Et notre groupe travaille dessus. Et tout récemment, nous avons maintenant des données très robustes pour dire que si un patient est amélioré, c'est-à-dire soulagé de ses douleurs par stimulation magnétique transcrânienne sur le cortex moteur, c'est un bon candidat pour être implanté avec une stimulation chronique électrique. Alors, comment cela fonctionne-t-il? Ça reste quand même assez surprenant qu'en stimulant un cortex moteur, on soulage des douleurs. Eh bien, je fais partie d'un groupe de recherche qui travaille sur ce sujet, qui étudie les mécanismes de fonctionnement de ces stimulations corticales à visée antidouleur. Eh bien, on voit qu'étonnamment, quand on utilise encore une fois l'imagerie fonctionnelle chez des patients opérés, stimulés, eh bien quand en cours de stimulation, on ne voit aucune stimulation du cortex. En fait, le cortex n'est pas activé lui-même. C'est-à-dire que l'électrode qui est posée sur le cortex ne semble pas agir sur le cortex lui-même. Par contre, ce que l'on voit s'activer, ce sont des structures profondes, le thalamus, les insulas, des régions dans le mésencéphale,
qui sont bien connus comme étant des relais et des zones modulatrices des douleurs. Donc en fait, c'est une porte d'entrée ici que nous utilisons, cortex moteur, pour aller toucher des structures profondes. Ce n'est pas le cortex moteur lui-même, en fait, qui a un intérêt particulier. Et on a pu montrer qu'il y a une excellente corrélation entre l'activation de ces zones, c'est-à-dire au plus elles sont activées à l'imagerie fonctionnelle chez un patient, au plus le patient sera soulagé. Néanmoins, ça c'est rétrospectif, c'est après la chirurgie. Ça ne nous permet pas d'avoir un élément prospectif. Alors, un d'entre nous, dans le groupe, a eu une idée intéressante. On enregistre un patient sous imagerie fonctionnelle, sous stimulation. Vous voyez ici, sur une coupe du cerveau, l'activation du gyrus singulaire, bien connu pour moduler la douleur, certains de ses aspects en tout cas. Mais il a continué à enregistrer ses patients après l'arrêt du stimulateur. Et, ô surprise, que voit-on? Eh bien, on voit que ça continue à s'activer alors qu'il n'y a plus d'électricité délivrée, voire même l'activation s'enrichit, voire même d'autres régions commencent à s'activer à distance. On est ici à plus d'1 heure après l'arrêt. Étonnant. En fait, ce n'est plus l'électricité qui agit directement, bien sûr. On a déclenché un processus, probablement biochimique, et ces zones activées sont très proches des zones contenant des récepteurs opioïdes, des récepteurs aux endomorphines. D'où l'idée d'étudier les récepteurs endomorphiniques dans cette stimulation corticale. C'est ce qu'a fait Joseph Marawi dans notre groupe. Voilà des patients avant et après stimulation corticale, chez lequel on donne un traceur qui est un agoniste de la morphine, qui va se fixer sur le récepteur à la morphine dans le cerveau, et qui donne cette coloration jaune quand il se fixe, sur les coupes ici. Eh bien, on voit avant l'opération la fixation du traceur sur ces récepteurs. Après stimulation, la fixation a beaucoup diminué. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que les récepteurs sont occupés après stimulation corticale, ils ne peuvent être occupés que par des endomorphines. Ça veut dire probablement que la stimulation corticale a stimulé les endomorphines de ces patients qui sont venus ici se fixer sur le récepteur. Et donc c'est possiblement un des mécanismes de l'action antidouleur de cette stimulation. Donc par stimulation du cortex moteur, on arrive in fine à stimuler la sécrétion endomorphinique, et c'est ce qu'on observe en clinique, car la stimulation a un effet très prolongé. On peut arrêter un stimulateur, avoir un effet qui se prolonge plusieurs jours, plusieurs semaines, même après son arrêt. Voilà donc un mode de raisonnement que nous avons actuellement, et on connaît bien maintenant à l'imagerie fonctionnelle ce qu'on appelle la matrice douleur, c'est-à-dire toutes les régions qui sont activées quand on a une stimulation douloureuse ou une douleur chronique. Et il y a d'autres cortex. Il y a le cortex singulaire, des cortex frontaux et pariétaux, et qui sont actuellement le sujet de recherche clinique. Des stimulations sont appliquées dans ces zones pour voir si on ne peut pas procurer également des soulagements. Il est trop tôt pour vous donner encore des réponses. En conclusion, les techniques de neuromodulation sont ajustables, réversibles, c'est tout leur intérêt. Elles ont un niveau d'efficacité intéressant pour une morbidité limitée. La sélection des patients est tout à fait cruciale. La rigueur de la sélection fera la qualité des résultats. Elle nécessite donc une évaluation soigneuse. Bien sûr, l'anatomie des lésions causales, la physiopathologie qui génère les douleurs joue un rôle important. Et également, je n'en ai pas parlé, mais vous imaginez bien qu'en dans le domaine de la douleur chronique, l'état psychologique des patients est tout à fait crucial. Il faut savoir l'évaluer pour savoir si on peut effectivement appliquer ce genre de technique sur ce type de patients. Les perspectives, eh bien, elles sont multiples. De nouvelles cibles, on les a évoquées, nouvelles technologies également, nouvelles électrodes, et éventuellement des systèmes de stimulation intelligents qui sont capables de capter un signal de la douleur et d'y répondre. Des développements d'outils de sélection sont absolument indispensables, nous y travaillons. Et les infusions intracétales, elles vont bénéficier peut-être pas tant des greffes cellulaires qui sont toujours en phase 2, qui procurent pour le moment chez l'homme en tout cas des effets assez modérés, mais de nouvelles molécules antalgiques sont en attente d'utilisation. Je vous remercie. Merci beaucoup à Patrick Mertens. Je donne la parole à M. Serge Blond qui a accepté d'être intervenant concernant la chirurgie de la douleur. Merci beaucoup Hugues. Je suis très heureux d'argumenter ton exposé, Patrick. Nous avons des liens professionnels et amicaux importants et aussi une formation sensiblement commune sous la houlette de ton patron Marc Sindou. Un commentaire, une question. Un commentaire, tout d'abord, je te remercie beaucoup d'avoir insisté sur la notion de douleur réfractaire. Alors que les médias disent qu'actuellement, il y a des hommes sans douleur, des hôpitaux sans douleur, il faut savoir que la douleur réfractaire existe. On dit que le traitement de la douleur, c'est un défi lancé à la pharmacologie, c'est vrai,
Mais si l'on regarde bien depuis un certain nombre d'années, il n'y a pas de nouveaux principes actifs sur le thème de la douleur. Il y a de nouvelles formes galéniques et à la limite, on n'a pas beaucoup progressé en pharmacologie de la douleur. Alors, merci beaucoup de rappeler l'intérêt de la chirurgie de la douleur. Nous avons vu qu'elle s'est considérablement modifiée depuis René le Riche. Ces modifications sont liées à beaucoup de choses et les résultats sont mieux évalués aussi pour différentes raisons. Tout d'abord, il y a une meilleure évaluation du type de douleur. Les neurochirurgiens savent qu'il n'y a pas une douleur, mais des douleurs, et notamment des douleurs neuropathiques et nociceptives. Et à l'heure actuelle, nous sommes beaucoup plus sollicités pour le traitement des douleurs neuropathiques que nociceptives. Deuxième raison, les microstructures anatomiques impliquées dans la douleur sont beaucoup mieux connues qu'auparavant. Ceci dit, je te félicite parce que parler de douleur et cerveau, à la limite, c'est beaucoup plus difficile que de parler de moelle et cerveau. On connaît mieux les mécanismes de contrôle de la douleur au niveau de la moelle qu'au niveau du cerveau, j'y reviendrai. Troisième point, nos modes d'activité se sont considérablement améliorés grâce à l'imagerie fonctionnelle, grâce à l'électrophysiologie péropératoire, un peu comme l'a montré Alim Benabid. Et puis, dernier point, on bénéficie de l'évolution des technologies médicales avec les pompes à morphine, avec les électrodes, peut-être un jour avec les nanotechnologies. Alors, cerveau et douleur, bravo, mais de toi-même, tu l'as démontré. Le cerveau, et Hugues aussi l'a démontré dans un tout autre domaine, c'est un réseau neuronal extrêmement complexe, considérablement modifié au fil du temps. Et quand on parle de douleur, on sait bien qu'au niveau du cerveau, il y a des structures qui intègrent le message nociceptif. En fait, c'est un signal électrique que les neurophysiologistes connaissent bien. Mais il faut savoir que ces structures sont aussi modulées par d'autres structures qui sont impliquées dans les émotions, dans notre raisonnement logique, dans nos motivations, dans nos capacités d'anticipation. Donc on voit un lien entre douleur et comportement dont parlera, je pense, l'orateur suivant. Il y a donc des possibilités de nouvelles cibles, tu l'as évoqué. Dans ce contexte-là, quelle place accordes-tu réellement à l'imagerie fonctionnelle ? Et peut-on réduire la douleur aux données très précises, très intéressantes, fournies actuellement par l'imagerie fonctionnelle ? Merci pour ta question, mais elle reste délicate. Hugues Dufaux a bien, je suis tout à fait d'accord avec lui, l'imagerie fonctionnelle, c'est une construction mathématique à partir de données informatiques. Donc ce n'est qu'un reflet d'une certaine activité du cerveau à un moment donné sous une certaine tâche. Il ne faut pas non plus aller trop loin et vouloir faire dire à cette imagerie fonctionnelle ce qu'elle ne peut pas dire. Donc, néanmoins, pour le moment, c'est un outil intéressant, et voire indispensable, car la douleur, comme tu l'as rappelé, est une sensibilité tout à fait particulière. Vis-à-vis des autres sensibilités, le tact, la vision, même l'audition, d'autres sensorialités, elle a cet aspect émotionnel, affectif tout à fait particulier, et qui peut conduire jusqu'à la souffrance, qui fait qu'elle est complexe à appréhender, complexe à évaluer chez l'homme. Et nous nous heurtons toujours, quand on repart des données fondamentales, des données expérimentales, aux études chez l'animal qui restent en fait très limitées. Et chez l'animal, ce qu'on peut étudier essentiellement, c'est la nociception. C'est ce câblage que tu as décrit. Mais l'aspect douleur véritable, c'est-à-dire tout l'affect que l'on a, toute l'émotion que nous avons au moment de ressentir ces douleurs, il est très difficile à appréhender chez l'animal. Donc il est nécessaire d'aller directement chez l'homme pour essayer de comprendre ces mécanismes. L'imagerie fonctionnelle est un outil, il faut en connaître ses limites. Il y a également d'autres approches neuropsychologiques que je n'ai pas citées et qui peuvent être utilisées. Mais sûrement ses limites. Néanmoins, dans certains cas, bien utilisée, elle permet d'améliorer nos connaissances et d'appréhender de nouveaux mécanismes et de nouveaux réseaux que nous ne connaissions pas auparavant. 2 questions courtes, 2 réponses courtes. Oui, votre communication me rappelle un fait. J'avais été il y a quelques années invité à Hanoï à suivre l'exérèse d'un volumineux thymome sous acupuncture.
malade éveillé. Je peux en attester. Que pensez-vous de cette technique ? Oui, alors il y a des cas rapportés qui sont assez sidérants. Alors, j'ai l'occasion d'aller régulièrement en Chine et donc je pose régulièrement la question à mes confrères chinois, utilisez-vous l'acupuncture ? Eh bien, en fait, au risque de vous décevoir, l'acupuncture, en tout cas dans les centres hospitaliers chinois, donc qui sont occidentalisés, on va le dire, largement, l'acupuncture est de moins en moins utilisée. L'acupuncture en tant qu'analgésie unique péropératoire est faite pour des petits gestes, on va dire, limités. Mais elle ne permet pas, sûrement pas de contrôler toutes les douleurs péropératoires. Ça ne veut pas dire qu'elle soit inutile. L'acupuncture... Car Paris, excusez-moi, une question brève. Quelle est votre position chez les sujets porteurs d'un pacemaker ? Oui, alors c'est une contre-indication classique à la pose d'un neurostimulateur autre, notamment pour la douleur. Néanmoins, on s'aperçoit qu'il est possible de placer des neurostimulateurs. Pour éviter des interférences, on les pose à distance. Je ne suis pas spécialiste des pacemakers cardiaques. Je crois qu'il y a néanmoins des contre-indications absolues vis-à-vis de certains types de pacemakers cardiaques, comme les défibrillateurs implantés, où là, on peut induire, bien sûr, des dysfonctionnements qui seraient très délétères. Merci beaucoup. Nous sommes forcés d'interrompre pour passer à la dernière communication du docteur Denis Fontaine de Nice qui va parler. Nous parler en bouquet final de la chirurgie du comportement mais également de l'émotion et qui sera discuté par le professeur Philippe Coupe de Montpellier.